Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de philosophie, mais d'une histoire d'amour, l'une des plus touchantes et des plus controversées du siècle des Lumières, celle de Jean-Jacques Rousseau et de la femme de sa vie, Thérèse Levasseur. Une histoire qui défie tous les codes, pleine de tendresse, de sacrifices et de secrets inavouables. Préparez-vous à découvrir le cœur battant derrière le génie. Nous sommes à Paris, en 1745. Imaginez un homme de 33 ans, Jean-Jacques Rousseau. Il n'est pas encore le célèbre penseur du contrat social. C'est un copiste de musique, un précepteur, un homme qui peine à joindre les deux bouts. Il est tourmenté, idéaliste, et se sent perpétuellement en décalage avec la société brillante et superficielle des salons parisiens. Il rêve d'un monde plus juste, plus authentique, mais pour l'instant, il vit dans un modeste hôtel de la rue des Cordiers, près de la Sorbonne. C'est là, dans cet hôtel, qu'il va faire une rencontre qui bouleversera sa vie. Pas celle d'une marquise ou d'une baronne, mais celle d'une jeune lingère de 24 ans, Thérèse Levasseur. Elle travaille pour l'hôtel, elle est discrète, timide, presque invisible. Thérèse n'a reçu aucune éducation. Elle sait à peine lire et écrire. Elle n'a ni fortune, ni beauté éclatante, ni esprit vif pour briller dans les conversations. Mais elle possède quelque chose de bien plus rare. Une bonté naturelle, une douceur et une sincérité désarmantes. Pour Rousseau, qui se méfie des artifices et des vanités du monde, cette rencontre est une révélation. Il voit en Thérèse ce qu'il recherche désespérément, la pureté, la constance, un cœur simple qui ne triche pas. Il dira plus tard qu'il a trouvé en elle un supplément à lui-même. De son côté, Thérèse est touchée par cet homme si différent des autres. Il est sensible, parfois ombrageux, mais il la regarde avec une attention et une tendresse qu'elle n'a jamais connue. Un attachement silencieux naît entre eux, loin des regards, loin des jugements. C'est le début d'une liaison qui durera plus de 30 ans, contre vent et marée. Imaginez le scandale pour l'époque. Au XVIIIe siècle, les barrières sociales sont infranchissables. Un philosophe qui commence à se faire un nom, s'affichant publiquement avec une servante, une femme du peuple sans éducation, c'est impensable. Leur union est la risée des salons. Voltaire, l'éternel rival de Rousseau, ne manque pas une occasion de se moquer de cette liaison qu'il juge grotesque. Il surnomme Thérèse la gouvernante de Rousseau, insinuant qu'elle n'est qu'une simple domestique. Mais les moqueries glissent sur Rousseau. Il s'en moque éperdument. Pour lui, Thérèse est l'incarnation de ses idéaux. Elle est la preuve vivante que la bonté et la vertu n'ont rien à voir avec le rang social ou l'instruction. Il écrit dans ses confessions, avec une conviction profonde, « Je trouvais en Thérèse le supplément dont j'avais besoin. Je vécus avec elle aussi unie que je l'ai été avec moi-même, et même plus. » Ils vivent ensemble dans une grande pauvreté, mais ils sont heureux. Leurs joies sont simples. Partager un repas frugal, se promener dans la campagne, écouter un air de musique que Jean-Jacques compose. Il écrit ses œuvres qui vont révolutionner la pensée occidentale, et Thérèse, à ses côtés, s'occupe du foyer, prépare ses manuscrits, lui offre la stabilité et l'affection dont il a besoin. Elle ne comprend peut-être pas la complexité de ses écrits, mais elle sent leur importance, elle sent le génie de l'homme qu'elle aime. Et quand le monde entier l'accuse, le poursuit, elle reste là, comme un roc. Indéfectible. Mais cette histoire d'amour, si belle et si pure en apparence, cache une part d'ombre terrible. Une blessure qui ne se refermera jamais. Entre 1747 et 1752, Thérèse donne naissance à 5 enfants. 5 enfants qui seront tous, un par un, abandonnés à l'hospice des enfants trouvés. La décision vient de Rousseau. Il la justifie dans ses confessions par la peur de la misère, par son incapacité à les élever correctement, par le souci de les soustraire à l'influence néfaste de sa belle famille. Il ira même jusqu'à dire que c'était le destin d'un citoyen de Platon, confiant ses enfants à l'État. Mais ces justifications cachent mal une culpabilité immense. C'est la grande faute de sa vie, une tache indélébile sur sa conscience. Un paradoxe insoutenable pour celui qui écrira plus tard « L'Émile », le plus grand traité d'éducation de son temps. Il passera des années à essayer de retrouver ses enfants, en vain. Et Thérèse dans tout ça? Thérèse obéit. Elle pleure, son cœur de mère est brisé, mais elle suit la décision de l'homme qu'elle aime. Elle ne le juge pas, elle ne lui reproche rien publiquement. Elle porte ce fardeau avec lui, en silence. Son pardon silencieux est peut-être la plus grande preuve de son amour inconditionnel. C'est dans ce drame que se révèle toute la complexité de leur relation, un mélange d'amour absolu et de souffrance partagée. Cette femme, que les esprits brillants du siècle méprisaient, faisait preuve d'une sagesse du cœur et d'une force d'âme que beaucoup auraient pu lui envier.
Après ce drame, la vie de Rousseau devient une succession de triomphes et de tourments. Il connaît la gloire avec la nouvelle Héloïse et du contrat social, mais aussi la persécution. Ses livres sont brûlés, il est condamné par le Parlement de Paris, il doit fuir. Il s'exile en Suisse, en Angleterre, traqué par ses ennemis, trahi par ses amis. Il développe une paranoïa, se sentant menacé de toutes parts. Et dans cette vie d'errance et d'angoisse, qui reste à ses côtés, toujours Thérèse. Elle est la seule constante dans son existence chaotique. Quand il doit fuir Paris en pleine nuit, c'est elle qui fait les bagages et l'accompagne sur les routes de l'exil. Quand il se réfugie dans les montagnes suisses, c'est elle qui recrée un semblant de foyer. Elle coude ses vêtements, prépare ses tisanes pour calmer ses maux, recopie ses manuscrits d'une main appliquée. Elle est son infirmière, sa secrétaire, sa confidente. Elle endure ses sautes d'humeur, ses crises de paranoïa, l'isolement. Alors que des amis illustres comme Diderot ou Grimm lui tournent le dos, Thérèse reste. Sa fidélité est absolue. Et puis, après plus de 20 ans de vie commune, un geste fort. En 1768, à Bourgoin, Rousseau décide enfin d'épouser Thérèse. Ce n'est pas un mariage fastueux, mais une cérémonie simple, presque secrète. Pour lui, ce n'est pas une question de convenance sociale. C'est un acte de reconnaissance. C'est sa manière de dire au monde entier que cette femme, cette ancienne lingère, était la seule qu'il ait vraiment aimée pour lui-même. C'est sa façon, avant de mourir, de lui donner son nom, le seul bien qu'il puisse lui léguer, et de légitimer aux yeux de la postérité le rôle capital qu'elle a joué dans sa vie. 10 ans plus tard, en 1778, Jean-Jacques Rousseau s'éteint au domaine d'Ermenonville, chez l'un de ses derniers protecteurs. Thérèse est à son chevet jusqu'au dernier souffle. Elle lui survivra 23 ans, vivant modestement, parfois dans le dénuement, mais toujours digne. Elle consacrera le reste de son existence à honorer la mémoire de celui qu'elle appelait tendrement « mon Jean-Jacques », veillant sur ses derniers écrits. Leurs tombes ne seront pas réunies, Rousseau reposant au Panthéon et Thérèse dans un cimetière de campagne. Mais qu'importe la pierre, leurs âmes, elles, sont restées liées pour l'éternité. Cette histoire nous laisse avec une question profonde. Qui était vraiment Thérèse Levasseur ? Une simple servante soumise ou une femme d'une force et d'une sagesse extraordinaires ? Peut-être les deux. Ce qui est sûr, c'est que sans elle, le monde n'aurait sans doute jamais connu le Rousseau que l'on connaît. Il a légué à l'humanité une pensée qui a changé le monde. Thérèse, elle, lui a donné un foyer, une stabilité, un amour inconditionnel. Elle lui a donné un cœur. Et c'est peut-être là le plus grand des héritages. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si ce voyage dans le temps et dans le cœur des grands personnages vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour partager vos impressions et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.